Le monde du travail change et avec lui, la fonction RH est en pleine mutation. Intelligence artificielle, transformation digitale, nouvelles attentes des collaborateurs. Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter et anticiper ces évolutions? Pour répondre à ces questions, Sabine et Jean-François se sont plongés au cœur du salon HR Technologie France 2025, un événement incontournable où se dessine l'avenir des ressources humaines. 2 jours d'échanges, de conférences, de rencontres avec des experts qui façonnent la fonction RH. Alors, quelles tendances vont redéfinir la gestion des talents et des organisations? Quelles innovations ont retenu leurs attentions et surtout, quels enseignements pratiques à tirer pour les dirigeants et les équipes? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour Julien. Alors, Cartes sur table, c'est le podcast qui décrypte les enjeux stratégiques des dirigeants et des entreprises. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'innovation RH avec un retour d'expérience exclusif sur le salon HR Technologie France. Un événement qui met en lumière donc les transformations majeures du monde RH et pose des questions essentielles. Comment repenser notre rapport au travail dans un contexte où l'intelligence artificielle, la digitalisation et les attentes avec les collaborateurs évoluent à la vitesse grand V? Pour parler, Sabine et Jean-François, vous avez passé 2 jours à Paris et en fait, on va échanger ensemble. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Les tendances qui vont émerger, les problématiques que vous avez pu soulever et quels sont les enseignements à tirer? Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Quels ont été les grands axes abordés dans ce salon? Alors, les raisons pour lesquelles on allait là-bas, c'était vraiment pour voir les tendances qui allaient arriver. Si ce que nous, on voyait effectivement de notre point de vue breton ou général était la réalité. Et effectivement, il y a une grande mouvance qui est en train de naître et d'être présente déjà. C'est l'intergénérationnel. Les problématiques de recrutement sont toujours présentes et encore plus. Et des générations qui ne fonctionnent pas pour l'instant ensemble, mais plutôt sur des axes divergents. Et le but est de ramener que tout le monde aille dans le même sens au final pour pouvoir être dans la construction des entreprises et des postes de demain. Ce qu'on peut rajouter, c'est ce que dit Sabine, je rejoins ce que dit Sabine. Ce qu'on peut y ajouter, c'est une tendance forte, c'est l'authenticité. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être le plus beau, il faut être authentique et sincère lorsqu'on communique déjà en interne à ses équipes et lorsqu'on va communiquer aussi à nos futurs employés. Et ça, donc, c'est une grosse tendance, c'est l'authenticité et faire simple. Voilà, pas pour l'un d'en faire des caisses. Faut être simple, faut être aligné avec qui on est et avec ce qu'on fait. Et c'est ça, c'est une grosse tendance. C'est vraiment l'authenticité qui se dégage de ce salon. Ça, c'est ce qui vous a marqué? Oui. Est-ce que donc il y a cette notion d'authenticité, mais il y a aussi est-ce qu'il y a autre chose qui a capté votre attention? C'est la difficulté aujourd'hui que rencontrent les entreprises, et là, Sabine l'a abordé, c'est la compréhension, en tout cas la collaboration entre les générations. Avec les nouvelles générations ont de nouvelles attentes, et donc il faut créer de nouveaux modèles pour ces nouvelles générations. Parce que ce qu'on oublie régulièrement, c'est que les jeunes aujourd'hui, les générations Z et celles qui viennent sur le marché de l'emploi maintenant, il faut savoir que c'est le reflet de notre société. Oui. Donc leur fonctionnement, leurs attentes, c'est le reflet d'une société qui est mouvante, qui est incertaine aussi, parce qu'on vit dans un monde incertain et anxiogène aujourd'hui. Et ça, faut le prendre en compte dans les processus de recrutement et également dans les processus d'engagement et de performance des collaborateurs. Et le deuxième point, c'est par rapport aux générations déjà présentes, les nôtres entre autres, faut mettre des passerelles, faire des passerelles entre ces générations, en passant par exemple par le transfert de compétences. C'est-à-dire que la culture entreprise, on la subit pas. C'est-à-dire que c'est pas une transmission de génération à génération. Je dirais une culture d'entreprise, ça se construit
ça se co-construit avec l'ensemble des générations présentes dans l'entreprise. Si tu peux me résumer ça en une phrase, tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les idées fortes. Tu t'as dit transmission. Donc, transmission, collaboration, co-construction. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est la co-construction. Aujourd'hui, c'est la co-construction. Si les entreprises veulent avancer et performer, faire performer leurs collaborateurs, c'est par de la co-construction. Vous avez, c'est un thème qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous en avez entendu parler dans le salon? Est-ce que vous avez vu des choses? Quel a été, un petit peu un tour d'horizon des choses que vous avez vues? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inquiété? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé? Est-ce qu'il y a des choses qui vont faire que ça va creuser encore plus le fossé entre les générations? Je pense pas que alors, de mon point de vue, et peut-être parce que je suis à l'aise avec l'informatique et que ça me pose pas de problème, je pense qu'on peut s'en servir comme vraiment d'un allié au niveau de l'IA pour faciliter notre travail, mais aussi la compréhension de pas mal de choses, et notamment de cette génération Z. Mais en aucun cas le prendre comme quelque chose qui va nous prendre notre travail, pas du tout. Non. Il va faciliter dans beaucoup de domaines. Au niveau informatique, au niveau des ATS, au niveau des ERP ou CRM, ça peut être des outils qui sont un outil supplémentaire. Alors, une juste grande aide. pour aider les gens qui nous Écoute. écoutent, un ATS, c'est quoi? C'est un applicatif informatique, tout comme un l'ERP. Tout ça, c'est du monde de l'informatique. Donc, ça nous permet de gérer les différents services de l'entreprise, comme des comptes clients, services commerciaux, on va dire plutôt, tout ce qui peut être candidat pour le recrutement. Ça peut être effectivement pour tout ce qui est gestion des stocks, tout ce qui c'est l'ensemble des process informatiques qui ont ces dénominations-là. C'est des outils facilitateurs en fin de compte de processus. Bon, ATS, on les retrouve souvent dans le processus recrutement, et les CRM, c'est dans des autres processus administratifs, et commerce, marketing. Ce que je pourrais rajouter sur l'IA, là, il y a deux tendances qui se dégagent, c'est-à-dire une tendance plutôt favorable, c'est-à-dire que l'IA, ça peut être un vrai remède pour améliorer un certain nombre de processus. Mais ça peut être aussi un vrai poison. Tout va dépendre de la manière qu'on va l'utiliser. Ça ne doit pas remplacer l'humain. Là aussi, c'est l'authenticité. À la base, c'est l'humain. Donc, on est tous faits de biais cognitifs. Et il faut savoir que l'IA, elle s'est pas créée toute seule. L'IA, c'est l'humain qui a créé l'IA, qui alimente l'IA. Donc, à un moment donné, faire attention aussi à l'utilisation de l'IA, parce que derrière l'IA, il y a des hommes et des femmes qui ont créé et qui alimentent l'IA. Donc, à un moment donné, il faut aussi l'utiliser avec parcimonie et sur des processus maîtrisés pour éviter une certaine subjectivité par rapport à des biais cognitifs qui pourraient être déterminés dans nos choix aidés par l'IA. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, c'est dans l'utilisation de l'IA, c'est ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier en croyant que c'est la solution miracle, parce que de toute manière, elle a été construite par des humains, et les biais cognitifs, ce sont des bugs du cerveau. Donc, pour en donner un, par exemple, il y a le biais cognitif de confirmation. On va chercher à confirmer une information qui a été donnée comme vraie, et on va lui donner plus de poids qu'une autre information. Et donc, du coup, on va la chercher à aller la reconfirmer. Donc, pour toi, aujourd'hui, dans les RH, enfin, pour vous, c'est une aide. Ce n'est pas la solution miracle. Non. Et moi, je me permettrais de dire aussi, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut qu'il rajoute du travail. C'est là pour faire baisser une charge, mais pas pour générer une charge supplémentaire. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a marqué, des applications concrètes que vous avez pu voir? Moi, j'étais surpris par le nombre d'entreprises, de sociétés liées justement
à la gestion de tout ce qui était logiciel entreprise sur les RH et le recrutement. Moi, à un moment donné, je faisais le tour parce que j'avais un besoin précis pour quelque chose, mais pour un client, et du coup, j'ai arrêté parce que c'est à s'y perdre. Il y a un marché aujourd'hui qui est présent, j'imagine. Donc, c'est ça qui m'a le plus un peu dérouté sur l'ensemble de tout ce que j'ai pu voir sur le salon. C'est le nombre d'offres possibles pour un produit. Pour un produit. Oui, nombre d'offres possibles et puis de plus en plus de solutions full web. Voilà, donc on rentre dans le monde total du digital et du web. Voilà, donc là aussi, c'est comme une tendance forte de ne plus avoir à héberger aussi, parce qu'il y a aussi des coûts qui sont liés à l'hébergement d'un certain nombre d'applications inside dans l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions full web où là, c'est hébergé au niveau de Internet sur des plateformes. Ça, c'est une grosse tendance au niveau des applications. Et je rejoins Sabine. C'est vrai que le salon, on n'a pas compté les exposants, il doit y avoir 300 et qu'aussi bien sur la partie formation que la partie ressources humaines. Et voilà, à un moment donné, faut faire focus. C'est-à-dire, à un moment donné, faut partir du besoin. Ok. Si on part du besoin, on peut passer des journées entières. Là, on aurait pu faire ça pendant 2 jours, sans forcément retrouver une application, une solution qui convienne aux besoins qu'avait Sabine pour son client. On s'est dit, on va faire focus sur notre besoin. C'est-à-dire, ce dont on a besoin, et on va voir telle ou telle solution. J'ai une question, peut-être vous allez y répondre ou pas. Le recrutement prédictif, la gestion des compétences émergentes, quels enjeux les entreprises elles peuvent avoir avec leurs talents? Est-ce que ils en ont parlé dans les conférences que vous avez vues? Est-ce que cette tendance à la statistique un peu poussée à l'extrême qu'on voit dans certains grands groupes? J'ai pas dans ce qu'on a vu nous sur les conférences sur lesquelles on s'est attaché à participer. Et j'ai pas l'impression non plus dans ce qu'on entend ou ce qu'on peut, que ce soit sur Internet, sur les sites ou autres, quelque chose qui est émergent. En fait, on est en train de revenir vers de l'authenticité. J'ai plus l'impression qu'on revient grâce à cette génération Z sur un capital humain et sur l'humain à proprement dit. Ouais, c'est vrai que ça, je rejoins Sabine. C'est moment sur la partie humaine était présente, en tout cas la tendance qu'on sentait dans les conférences auxquelles on a participé, c'était cela. Et toute la partie numérique, digitale, IA, c'était vraiment la tendance, c'est de dire attention, ok, il y a l'IA, faut bien s'en servir, et ça peut être un vrai remède pour faciliter vos processus, mais en aucun cas remplacer ou voire donner du travail supplémentaire à ceux qui l'utilisent. Et c'est ça la grosse tendance qu'on a ressentie, nous, sur les 2 jours. C'est ça. Donc, il y a l'IA, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faciliter le travail des gens. Ok. De faciliter et aussi de pouvoir optimiser les processus. Mais en aucun cas remplacer l'humain. Et ça, c'est une des grosses tendances du salon. Du coup, vu qu'on parle d'humain, on va parler un peu de santé mentale. C'était un petit peu affiché sur ce salon-là. L'engagement, l'expérience des collaborateurs était au cœur des discussions. Est-ce que vous avez découvert des nouvelles approches? Est-ce qu'il y a des choses qui vous a marqué sur le thème de la santé mentale? Oui, on a vu 2 conférences, si je me trompe. On a vu Noémie Guérin ouais. Et Julia de Funès, c'est ça, qui sont intervenus sur cette partie-là, ou du moins assez proche du sujet. Et effectivement, on sent quand même cette importance pour les entreprises aujourd'hui de faire attention à la santé mentale. Pour ça qui était présente, qui était là sur la conférence, à la santé mentale de ses salariés et de soi-même. Maintenant, est-ce que c'est juste l'approche parce qu'on est sur l'année de la santé mentale et il faut l'afficher, ou est-ce que c'est vraiment une réalité? Moi, je pense que c'est une réalité. Maintenant, Ouais. Moi, je suis plus mitigé que toi, Sabine. Je pense qu'il y a un effet de mode quand même cette année. Comme c'est l'année de la santé mentale et que c'est affiché par le gouvernement, comme ça doit être cette année. Donc il y a, je pense, un effet de mode, c'est indéniable. Et également il y a des émergences qui nous font dire que à un moment donné il faut casser ce tabou. Il faut briser ce tabou de la santé mentale parce qu'aujourd'hui performance
et vulnérabilité ne font pas encore bon ménage dans l'entreprise. Et et aujourd'hui, on sent vraiment encore ce point de blocage pour vraiment mettre des actions concrètes et je dirais percutantes dans l'entreprise sur le sujet de la santé mentale. Donc il y a une tendance dire oui, c'est la santé mentale, on en a bien conscience, mais malgré tout, ouais, on y va, mais on n'y va pas vraiment en fin de compte, on y va, mais parce que on se dit si j'y vais pas et si je dis pas que j'y vais, je vais passer possiblement à côté de quelque chose. Je vais passer peut-être pour une entreprise qui n'est pas safe. Et si j'y vais, je vais pas y aller non plus trop parce qu'à un moment donné, je vais être identifié comme une entreprise qui prend, c'est dans une case où la santé mentale c'est la priorité absolue de l'entreprise. Donc, on sent que il y a une problématique. Il y a un antagonisme entre je veux m'occuper des gens, deux contraintes entre la performance et prendre soin des gens. Ok. Et vous avez vu des conférences sur ce sujet-là, vous avez cité 2 personnes, vous avez vu des actions concrètes, vous avez vu des outils, des choses que vous pouvez partager? Alors, les outils, il y en a. Je veux dire, les outils, comme ce qu'on disait tout à l'heure, qui existent du full web pour des applications. Mais vraiment sur la santé mentale. On va appeler plutôt bien-être dans ce cas-là, Julien. Ok. Voilà. On n'est pas encore dans la santé mentale à faire comment dire. On est aujourd'hui plus dans un format curatif sur la santé mentale. On est pas dans un format préventif. Donc les choses qu'on voit, c'est vraiment pour traiter le curatif. Mais on va pas vraiment. C'est pas de la santé mentale, c'est bien-être, qualité de vie au travail. Ok. On n'est pas vraiment sur un. En fait, pourquoi je te pose cette question-là, parce que tu sais que ce thème-là, moi, me tient particulièrement à cœur. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de concepts et de discours, mais il y a très peu d'actions. Et moi, j'étais pas avec vous. Et ce que je voulais savoir, c'était est-ce que vous avez vu des choses qui sont applicables? Étiquette santé mentale pure, moi non. La seule chose que moi j'ai retenue, c'est au niveau d'une des conférences qu'on a suivies sur la santé mentale, où on disait on oublie que le RH est le dernier rempart de la santé mentale. Et qui s'occupe des RH? Et moi, ça m'a marqué. Parce qu'effectivement, le service RH et encore plus fortement les personnes du service RH sont les derniers remparts. Ils s'occupent des autres, ils prennent soin, effectivement, si on peut dire, des salariés, mais derrière, le système de l'éponge, c'est le service RH. Vous savez que sur carte sur table, on dit aussi les vérités qu'on voit. Donc en fait, ce que je comprends là, c'est on commence à en parler parce que c'est un petit peu l'année de ce truc-là, mais on n'a pas encore d'outils, on n'a pas de méthodologie, on va aller faire un peu de curatif, on commence à en prendre conscience, mais comme très souvent, on va mettre du temps à rentrer dans l'action. Alors moi je pense que c'est aussi alors si on part un peu plus, on parle de la généralité de l'entreprise, au niveau direction aussi la peur, c'est comme beaucoup de choses, de partir là-dedans et de pas savoir le maîtriser. Et de se dire, on parle au-delà du QVT, effectivement, on part dans quelque chose où je vais peut-être être clivante, on n'est pas là pour faire du social. Aujourd'hui. Oui. Je parle d'une généralité, je dis pas que toutes les entreprises sont ainsi. Sauf que aujourd'hui, il y a quand même ce besoin des générations qui arrivent d'allier bien-être au travail et vie personnelle. Alors et la santé mentale en fait partie. Et c'est très rigolo parce que là, je te rebondis tout de suite sur ce que tu dis. La peur, elle vient aussi du manque de formation, du manque d'exposition, du manque d'expérience qui peut nous montrer qu'on peut faire différemment. Hier, j'accompagnais quelqu'un en accompagnement, en coaching, et en fait, on a fait des exercices pour stopper les pensées parasites à travers le corps, mais pas à travers le mental. Et au départ, ça fait peur. Vous pouvez en témoigner, vous êtes passé déjà dans les ateliers. Mais ce qui en ressort de ce truc-là, c'est mais si on me l'avait expliqué, et si je l'avais expérimenté avant,
eh bien, je me serais peut-être pas retrouvé dans l'état d'épuisement que j'étais. Donc, en fait, on peut dire vraiment que la peur vient d'un manque d'éducation, de savoir, comme l'éducation financière, comme l'éducation à la communication. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle étape à passer dans le monde de l'entreprise. Une entreprise est constituée d'humains. Apprenons le fonctionnement bêta de l'humain pour pouvoir se prémunir de situations fortement anxiogènes, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est il y a différentes étapes, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'étape information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on informe du sujet de la santé mentale. On n'est pas encore dans la deuxième étape, qui est l'éducation. C'est ça. C'est-à-dire que l'éducation, on forme, on sensibilise. Là, on est plus sur l'information. Voilà, on dit que la santé mentale, ça existe. Maintenant, on reconnaît que la santé mentale, c'est important dans les entreprises et qu'il faut s'en occuper. Et ça commence par les signaux faibles, c'est-à-dire sensibiliser les personnes aux signaux faibles. Quelqu'un va mal, qu'est-ce que je fais ? Et moi, j'ai suivi dernièrement une formation premier secours santé mentale, en santé mentale, avec l'entreprise M180 Formation à Rennes. Et aujourd'hui, on manque de secouristes premier secours santé mentale. On est trop peu encore aujourd'hui. Voilà, comme tu dis, on est à l'étape. On est à la première étape, mais au bas de la première. Voilà, c'est ça. Tout en bas aujourd'hui. Et ce qui est quand même paradoxal, parce que quand on réfléchit, l'entreprise, elle est faite d'humains. Ouais. Et sans humains, on produira rien. Mais il y a de l'antagonisme entre s'occuper des personnes et reconnaître que l'humain est imparfait et la performance de l'entreprise. C'est ça. À un moment donné, on se dit, ah oui, mais s'il est moins bien, il va moins performer. Donc, il va moins me rapporter. C'est ça, hein. Aujourd'hui, un humain, ça rapporte, hein. C'est ça. Nous, on fonctionnait, dans les entreprises industrielles, vous avez un bonhomme, ça doit faire tant de KEuro par an, hein. C'est pas plus dur. Donc, et le budget, généralement, de bonhomme, si on avait un budget à, par exemple, 20 millions, on savait qu'il fallait 100 personnes. Si on faisait 30, il faisait 120. Il y a des ratios, hein. C'est ça. C'est écrit. Et c'est sûr que ça va vraiment en contradiction avec, il faut qu'on prenne soin des gens pour qu'ils soient performants. Et là, il y a encore du travail. Alors, il y a des actions, on a vu des choses qui sont plus des processus. Alors, un processus qui fonctionne bien quand même, dans l'écoute, c'est la notion de feedback. Le one-to-one. Les entretiens en tête-à-tête avec le manager. Mais là aussi, il faut former les managers. C'est ça. Là aussi, comme je disais, il n'y a pas que les RH à porter le sujet. Mais ce qui me rassure, c'est que la maintenance dans les entreprises industrielles commence à avoir une lettre de noblesse. Peut-être que dans 10 ans, on aura de la maintenance pour les humains dans les entreprises. La maintenance mentale. Voilà. Ça, c'est un truc que je rêve. Oui. Voilà. Apparemment, vous êtes plus fort que moi dans le recrutement. Les techniciens de maintenance, on se les arrache à prix d'or. C'est pas les moins recherchés. Ouais. Oui. Donc peut-être que dans 10 ans, les techniciens de maintenance mentale, on pourrait imaginer un nouveau produit, un nouvel avatar, une nouvelle fonction dans l'entreprise qui serait garant un petit peu de travailler un petit peu ce côté humain pour qu'on puisse aller vers la performance. Parce que je suis imparfait, et j'ai besoin de me faire accompagner pour pouvoir aller à la performance. Et pas viser la performance sur tous les bords, en fait. Ça. Et moi, j'appellerais plutôt secouriste maintenant. C'est plutôt, voilà, plus des secouristes, parce que là, aujourd'hui, quand on parle HSE, par exemple, il y a une fonction d'entreprise qu'on retrouve régulièrement, c'est l'hygiène, sécurité, environnement. On est dans l'hygiène mentale, hein. Mais oui. Ça fait partie de l'hygiène, et ça fait partie de la sécurité, d'avoir les personnes en bonne santé. Et la santé mentale fait partie de la santé. Mais ce sont des vrais sujets tabous. C'est des vrais sujets qui donnent des points de friction, qui font que on voit bien que les gens sont pas du tout à l'aise, on commence à avoir les têtes rentrées dans les épaules, les corps qui se contorsionnent, parce qu'on part de croyances de perfection, mais on n'est pas parfait, en fait. Est-ce que, en purement sur le recrutement et la gestion des talents, vous avez vu des choses qui vous ont interloqué, captivé? Je vous ai vu partager une vidéo qui était clic et postule. Voilà. Mais oui, pour moi, alors moi qui très clairement à la base je suis purement du recrutement.
je pense c'est tout le modèle du recrutement qui est à revoir pour une fois de plus s'adapter à l'évolution des générations. Où on parle souvent de recruter son CV, du CV d'entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui beaucoup de choses, et on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, passent par le visuel et le message clair. Il y a ça aussi, et c'est vrai que cette conférence qu'on a vue avec la vidéo qu'on a fait sur le rap, clique et postule, je pense que tout de suite, on l'a bien vu. Enfin, ça a eu de l'engouement, et effectivement, ça répond à une envie de génération d'aller vers ce qui leur plaît, ce qui a du sens. Donc, en tant que recruteur, c'est ça ce qui est ressorti, c'est déjà les sites carrières, de les retravailler pour être plus adaptés à ce mode de communication aujourd'hui. Les CV candidats, je pense qu'effectivement, ils existeront toujours, faut pas rêver, mais les retravailler de façon à ce qu'effectivement, en plus des compétences, on aille plus vers toutes ces compétences transverses et trouver du donnant-donnant. Pourquoi très clairement aujourd'hui, on est c'est le candidat qui choisit son entreprise. On n'est plus dans le sens inverse. Donc, il va falloir, effectivement, c'est toute une organisation qui est à revoir sur le recrutement. Je pense que c'est un modèle qu'il faut revoir, c'est clair. Les nouvelles générations, ils ont des nouvelles attentes. Comme je disais au début de notre podcast, il faut créer de nouveaux modèles. Il n'y a pas le choix. Les nouvelles générations, on va arrêter de parler des nouvelles générations parce que c'est vrai que ça devient à mon équivalent aussi. Mais on a tous été nouvelles générations à un moment donné. Oui. La différence entre les anciennes générations et les nouvelles générations, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, ils cherchent un travail qui va favoriser leur épanouissement personnel. Donc déjà, c'est pas la même chose. Nous, on avait réussi notre vie, notre génération, par le travail. Oui. Eux, c'est un moyen d'arriver. Le travail, eux, c'est juste un moyen. Nous, c'était une finalité. La grosse différence entre nos générations et celles qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui viennent d'arriver sur le marché de l'emploi, c'est celle-là. C'est une finalité de travail. Eux, c'est un moyen d'arriver à. Et ça fait toute la différence. Et en plus, avec la société qui avance à toute vitesse, la technologie qui avance, on voit bien, hein, aujourd'hui, on est tous avec nos téléphones. Même papa, des fois, il dit, non, vous enlevez vos téléphones parce que là, on va travailler un peu quand même. C'est un peu tiré. On s'est tiré les oreilles, hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut profiter de cette technologie parce que c'est le moyen de communication aujourd'hui qui est phare. Je veux dire, et arrêter ces recrutements traditionnels avec des offres d'emploi, c'est des vrais parpaings alignés les uns aux autres, illisibles. Voilà, il fait une vidéo, bonjour, et puis je me présente, et là on retrouve l'importance de l'authenticité. C'est ça, j'allais reboucler avec ça. C'est vraiment la tendance, c'est soyez authentique. Mais alors, pour aller vers l'authenticité, je vous pose une question. Est-ce que la génération précédente, on va arrêter de les nommer comme ça, j'ai bien compris, mais cette génération qui est en place, est-ce qu'elle fait pas bloc à cette nouvelle génération qui arrive avec des codes différents? Il n'y a pas une espèce d'incompréhension dans les deux, en fait. C'est-à-dire, l'autre veut absolument que la nouvelle réagisse comme elle a fait. Et la nouvelle dit, non mais attendez, vous avez vu les conneries que vous avez fait, ou les machins, nous, on veut faire complètement différemment. Il n'y a pas une opposition de bloc? Je pense que c'est une position de société. C'est même pas une position dans l'entreprise. Soi, c'est une position de société. Je pense que l'entreprise, c'est le reflet des oppositions, qu'on trouve aujourd'hui dans nos sociétés. Et là, ça m'amène sur la diversité et puis l'inclusion, parce qu'on y va jusque là, et tous les risques de discrimination qu'on peut voir. Non, c'est un problème de perception par rapport à une société. Nous, on a vécu dans une société où il fallait travailler pour réussir. C'est ça. Et c'est fini. Faut se dire, c'est fini. Il faut l'accepter. Faut accepter et il faut mettre des passerelles. Ça veut pas dire que c'est mauvais. On peut dire non. Ça veut dire que la règle du jeu change. C'est ça. C'est-à-dire que si on joue au rami, on joue pas à la belote et on n'essaye pas de faire avec les règles du rami de la belote. C'est exactement ça. C'est vraiment de dire, en fait, la règle du jeu, elle change. Comment moi, dirigeant, je m'adapte. Et là, on arrive vers un présupposé de la PNL que je cite souvent, c'est
quand même bien la partie du système qui a la plus grande flexibilité, qui aura le plus grand impact sur le système. Vous voulez que l'entreprise, elle réagisse différemment, qu'elle produise différemment et qu'elle aille vers un horizon différent, il va falloir avoir de la flexibilité. Moi, je vous ai suivi un petit peu sur, enfin un petit peu beaucoup même, sur ces 2 jours et c'est ce que j'en ai retiré. Alors, on s'est mis en mode vraiment où on se met dans la peau justement excuse-moi encore pour le terme, Jean-François, des générations qui sont succèdent en fait, sont derrière nous. Je pense qu'on Non mais t'as pas à t'excuser. et je m'excuse pas parce que j'en suis fière parce que j'ai réussi à intégrer un peu de leur personnalité. Bah c'est peut-être aussi parce que j'ai des enfants dans cette génération-là, mais effectivement où on s'aperçoit que beaucoup de choses passent par les réseaux. On l'a vu tous les deux sur ce qu'on a posté. On en parle depuis des années des réseaux, mais que notre génération. Alors, je suis pas tout à la cinquantaine quand même. Donc, on est tous quand même plus de 45 ans. Excuse-moi, Julien. J'y arrive. Mais tu arrives à grands pas. J'arrive. Et effectivement, on sent que même nous, alors est-ce que je fais partie de ces générations du milieu qui se dit, bah en fait, peut-être que avant 40 ans, ils ont raison, et peut-être que ceux d'après 50 ans, ils ont raison aussi. C'est juste une croyance, en fait. Voilà, on est sur des croyances, mais si on n'y va pas, et si on s'adapte pas, je parle des dirigeants des entreprises, il y aura un gros problème, encore plus aujourd'hui, sur le recrutement. Donc, en fait, on veut trouver du sens. Tu es en train de nous dire que le manque de flexibilité va créer une cause encore plus profonde dans les années plus tard, qui s'appelle le recrutement. Oui. Très clairement, oui. Aujourd'hui, on veut de l'adaptabilité, de la flexibilité dans ce que l'on fait au niveau du travail. On a envie de pouvoir s'épanouir à côté du travail. Le travail n'est plus effectivement une finalité, mais une solution pour arriver à la finalité de s'épanouir personnellement. Beaucoup parlent, enfin, depuis le Covid, on le voit, les choses s'accélèrent, mais dans toutes les générations, c'est pas que cette génération-là. Je vais apporter de l'eau à ton moulin. Vas-y. Quand tu parles d'épanouissement, c'est aussi l'épanouissement dans le travail, dans l'épanouissement à côté. Oui. C'est pas que, parce que j'entends beaucoup cette cause à effet. Oui, mais ils veulent s'épanouir à l'extérieur. Mais non. Non, il y a les deux. Il y a les deux. Il faut un équilibre entre les deux. Il faut accepter cette nouvelle règle du jeu. Qui n'accepterait pas d'avoir du temps le week-end, d'arriver frais et dispo pour passer un bon week-end, en fait? Alors, je pense qu'il faut remettre la définition comme il faut, c'est-à-dire que épanouissement personnel, je veux pas dire à l'extérieur de l'entreprise. C'est ça. C'est je m'épanouis en tant que personne. Je m'épanouis. Donc, j'ai ma partie personnelle, ma partie privée, on va dire. On va pas l'appeler personnelle. J'ai ma partie privée, mais il faut aussi que je m'épanouisse personnellement dans ma partie professionnelle. Parce que tout ça, c'est un tout. C'est un tout. Tout ça, c'est une personne. C'est un système. C'est un système. Je suis une personne. Donc, je dois avoir un épanouissement professionnel et un épanouissement privé. Et c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui, la nouvelle génération. Et le problème, parce que toutes ces phrases qu'on entendait il y a quelques années, c'est laisse tes problèmes perso à l'extérieur de l'entreprise. Enfin, c'est impossible. Non. Moi, le gars qui est capable de me faire ça, mais je lui paye un resto tout de suite. Là, n'importe où, la tour d'argent, n'importe où. Capable de me lâcher comme ça tous ces problèmes. Non, c'est de reprendre conscience de tout ça. C'est-à-dire de reprendre que cette génération, elle a besoin de se sentir équilibrée. Mais elle a aussi besoin de se sentir à sa place dans l'entreprise. Et ça, on va en parler dans les semaines futures avec la notion, et là, attention, petit teaser, avec la notion d'identité. Qui il est dans l'entreprise. Moins on va nommer les choses. J'y étais pas à HR, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, de l'extérieur. C'est aussi la notion d'identité. Quand je vous ai vu faire click and postule, il y avait une notion d'identité. Exactement. Très, très forte. Et là, en fait, moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué de l'extérieur, et peut-être vous, ce qui vous a marqué aussi, c'est cette notion de flexibilité, en fait. Flexibilité, et puis vraiment l'envie ou le besoin de casser les codes. Oui. Voilà, faut casser les codes. Et puis, je reviens, c'est-à-dire que on a aussi senti ce besoin que si on veut que l'entreprise soit respectueuse aussi, il faut que les dirigeants soient aussi dans un format respectueux. On a tous besoin de respect dans l'entreprise. C'est ça. D'être considéré comme une personne à part entière et pas juste quelqu'un qui va faire 20K € par an. C'est ça. C'est ça. Avec ta notion que tu nous parles souvent d'incarner
D'incarner, ouais. D'incarner les règles qu'on prône. Et c'est marrant parce que vous voyez, à travers ce salon-là, il y a plein de valeurs qui sortent, en fait. Il y a autre chose qui vous a marqué dans ce salon? Moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait plaisir, mais là, c'est pareil, c'est le côté professionnel, c'est l'inclusion et la diversité et d'en entendre Sabine, parler. Sabine, Oui. tu n'es pas que professionnelle, tu es Non, aussi Sabine. je suis moi, mais dans toute cette partie, mais il y a le passé. Et effectivement, c'est une notion, mais qui me tient à cœur aussi personnellement, de diversité et d'inclusion. On a participé à deux conférences sur le sujet, et pareil, ça rentre enfin dans les mœurs où on parle enfin, si on peut dire, voilà, mais c'est déjà c'est comme la santé mentale. On rentre par la petite porte. Il faut dire les choses. Combien de temps que tu as travaillé dans l'inclusion? 3 ans. 3 ans. Et avant, j'étais dans l'intérim, mais c'est déjà, en fait, vers quoi je voulais aller. C'était déjà quelque chose qui me tenait à cœur, effectivement, d'arrêter. Tu as une dizaine d'années d'expérience dans l'inclusion. Oui. Et là, tu viens de nous dire qu'on rentre par la petite porte. Malheureusement et heureusement. Oui. Mais oui, parce que là, on était quand même sur un gros salon. Je suis sûre qu'il y a quelques années en arrière, on n'en parlait pas. Et c'est pas si vieux que ça. On travaille, moi j'ai travaillé, oui, beaucoup pendant 3 ans, et je continuerai à défendre ces notions-là et ça dans le milieu du travail, mais parce que on a parlé de neuroatypiques, on a parlé de beaucoup de choses, de situations de handicap, de situations étrangères, et je suis désolée, oui, à un moment donné, diversité, inclusion, n'importe d'où on peut arriver et nos problématiques, on a ce droit de travailler aujourd'hui. Et si on complète, c'est qu'on a vu aussi une conférence qui était sur comment déjouer les biais cognitifs pour recruter objectivement. Ça, c'est très, 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 Parce très que fort. la notion d'objectivité, attention, hein. Voilà, attention. Oula, attention, Jean-François, où tu mets les pieds. Voilà, et l'objectivité, et voilà, de savoir avoir des infos sur ces biais cognitifs. C'est exactement ça. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que là, tu parlais d'information et d'éducation. Bah là, on est juste au moment aujourd'hui dans l'information que les biais cognitifs peuvent avoir un impact dans nos choix, dans nos décisions. Cette conférence-là, elle disait, mais ça existe. Mais ça existe. Et tout le monde est concerné. Mais il n'y a pas d'aujourd'hui un gars qui se dit, moi, j'ai pas de biais cognitif. Non. Ça n'existe pas. C'est rien que dans la discussion qu'on a eue. Juste pour faire un tout petit peu d'éducation, il y a plus de 256 biais cognitifs répertoriés. Et il y en a encore d'autres, parce que je les connais pas tous. Mais prenez juste le biais cognitif de confirmation. Combien de fois vous avez vu dans des recrutements le gars qui coche une case sur un CV que vous sentez, vous, essentiel, c'est lui. Et il citait d'autres biais, par exemple le biais de la personne, je sais pas comment il s'appelait, j'ai oublié le nom du biais, mais de choix que vous allez faire parce que vous avez déjà rencontré la personne dans un salon, dans un événement et tout ça, et inconsciemment, c'est le principe du biais cognitif, vous allez plus tendre vers une personne que vous avez déjà rencontrée parce que vous la connaissez, donc vous avez enlevé ce biais de je connais pas la personne, donc là je dis ah ouais tiens, en fin de compte, celui-là j'ai déjà rencontré, ça pourrait matcher, je pense. Le biais de primauté qui vient foutre un beau bordel. Il y a le biais d'inversion à la perte, c'est-à-dire j'ai 2 personnes et je vais quand même prendre dans les 2 personnes même si elles sont pas bonnes parce que j'ai pas envie de perdre sur ce truc-là. Et c'est fantastique, hein. On va pouvoir faire, si vous voulez, des épisodes sur les biais cognitifs, parce que j'avais commencé à en lister une grande liste. Alors, teaser, on va en faire, en fait. C'est pas, on va en faire. Parce que les biais cognitifs, moi, c'est un truc qui me passionne. En plus, coupler ça avec de la linguistique, on peut vraiment, vraiment se marrer pour voir les erreurs de décision et de jugement qu'on peut avoir. Mais ça, c'est super intéressant. Et c'était une conférence sur l'impact que peuvent avoir les biais cognitifs sur l'objectivité du recrutement. Et ça, c'était sur la décision, la motivation, sur les stratégies qu'on va mettre en place, qui sont complètement truquées en fait. Par exemple, les très très grandes marques comme Apple et consorts, on n'est pas sponsorisé par Apple aujourd'hui, donc on peut y aller. Pour le moment. Encore. On sait pas. Mais elle joue sur les biais cognitifs. Elle joue sur certains biais cognitifs qui font qu'on va être naturellement, on va les consommer. Donc,
ça fait partie de notre environnement, ça fait partie de notre ADN. Ne pas aller vers et ne pas nous éduquer, c'est rater un pan complet du fonctionnement de notre cerveau, mais c'est surtout se priver d'un savoir qui pourrait nous éviter de faire des erreurs. Parce que, tous les trois autour de cette table, je pense qu'on a recruté un sacré paquet de personnes. On en a fait des conneries. Ah oui. On en a tous fait. Ouais. On en a tous fait. Les plus belles expériences de ma vie. À ce niveau-là. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fin de compte, ça reboucle aussi avec l'IA, c'est-à-dire que l'IA ne va pas remplacer ce qu'on fait mal en tant que personne, en tant que recruteur. Si déjà on n'a pas traité ce sujet-là, si déjà on ne s'est pas dit, enfin, je peux faire des erreurs, j'ai des biais cognitifs, je sais, donc il faut que je mette en place des méthodes, une méthodologie qui permet de les réduire au maximum. Mais ils existent. Si vous dites, donc pour éviter les erreurs, je vais utiliser l'IA à la place d'eux, c'est mort. Entre guillemets, c'est une belle connerie. Hein. Alors, il faut savoir que, juste pour revenir à l'IA, et à ce que tu viens de dire, l'IA est déjà présente depuis un moment dans les logiciels de recrutement, puisque moi, je me rappelle il y a quelques années, au moins 5-6 ans en arrière, les prémices étaient déjà là, où une fois l'annonce était postée sur les réseaux ou sur les job boards, on recevait les CV qui étaient traités une première fois par un logiciel qui extrait si je me trompe pas, voilà, qui faisait une extraction des, ça fait mal, hein, ça pique. Extraction. Qui faisait une extraction des mots qu'il y avait dans l'annonce de base et évacuait tous ceux qui ne correspondaient pas. Je suis sûre qu'on est passé à côté de beaucoup de bons candidats. Donc, pour conclure, qu'est-ce qui vous a plu à HR? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a fait alors là, on a entendu les petites portes, les grandes portes, tout ça tout à l'heure. Votre conclusion à vous? C'est le changement. C'est maintenant. Il faut accepter. Il faut y aller. Faut essayer et ne pas dire non. Il faut vraiment se donner la chance de réussir en fait, de gagner et de réussir. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est dans une période en mouvement. Où tout va très vite. Donc, c'est vrai que le thème de la HR technologie, c'était l'inattendu. Donc, faut aller vers l'inattendu. Et faut accepter, de faire un pas de côté sur la diversité, sur la santé mentale, sur les nouvelles générations. Voilà. Essayer de vivre plus authentique, de manière plus authentique. Et puis, arrêter d'avoir peur du changement. Faut y aller, on est là tous ensemble. Et c'est vrai j'ai senti quand même le besoin des gens. On a vu des conférences, il y avait autant de monde debout que autant de personnes debout que de personnes assises, entre autres sur la santé mentale par exemple. Mais c'était impressionnant, il y avait du monde partout. Donc on sent bien que les gens ont besoin d'informations et ont besoin que ça avance, qu'on aille. Le rap, tout le monde s'est mis debout, tout le monde a chanté, clique, postule. On se dit, mais il y a une mouvance qui se prépare. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se prépare. Ok. Pour conclure, on va lancer notre petite jingle. Donc, ce salon HR Technologie 2025, il a montré des choses essentielles. Comme les RH ne sont plus qu'une simple fonction support, c'est un véritable levier stratégique pour la performance et la transformation de l'entreprise. Ce que vous avez vu sur l'IA, l'expérience collaborateur, la diversité, la marque employeur, la santé mentale, ce sont des sujets qui redessinent les contours du travail et demandent aux entreprises d'être encore plus agiles, plus que jamais en fait, et aux dirigeants d'être flexibles. S'il y avait une petite phrase chacun qui résumerait votre expérience à vous. Moi, j'en ai une, en tout cas. Souvent, on limite nos challenges. Le mieux, c'est de challenger ses limites. Moi, en fait, je l'ai dit tout de suite, juste avant, c'est le changement, c'est maintenant. Voilà, on y va. Et c'est oser quoi. Enfin c'est ça, c'est oser, c'est allez-y. Ça tombe très bien puisque c'est ce qu'on est en train d'entreprendre depuis à peu près 4 mois tous les trois.
Oser challenger les chefs d'entreprise, oser changer les limites, aller les challenger ces limites, redéfinir un petit peu les périmètres et regarder nos pratiques au quotidien et dire ok, ça marche pas, on fait autrement et on va vers l'évolution de l'entreprise. Et juste aussi remettre l'humain au centre. Et remettre l'humain au centre, ce capital humain qui est important pour avoir un équilibre entre performance et capital humain, en fait. Parce que, eh bien, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des humains dans les entreprises. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, mettez 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes à laquelle ça pourrait les aider. Et on vous dit à très vite sur Cartes sur table.